Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Ici Mathilde Mélin, toujours journaliste pour Slate.fr et infatigable auditrice de podcast. Dans ce 23e épisode, on va découvrir la vie d'une femme ordinaire, mais avant ça, les actus de la semaine. Il s'agit du Flow-de-Cast. Ça pue sa mère. Podcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Écouter un podcast, c'est super. Assister à l'enregistrement en live, c'est encore mieux, surtout quand c'est un podcast humoristique. Le duo infernal du Flow-de-Cast, Florent Bernard et Adrien Méniel, a annoncé une tournée dans toute la France à l'automne prochain. 7 dates qui les mèneront à Bordeaux, Toulouse, Caluire et Cuire, Paris, où ils feront un Olympia, Lille, Nantes et Rennes. Un beau programme pour ce podcast impertinent lancé en 2015 qui a su réunir une communauté tellement active que la plupart des dates étaient déjà complètes 24 heures à peine après la mise en vente des billets. Dépêchez-vous donc si vous voulez assister à un épisode du Flow-de-Cast. Au moment où j'enregistre cet épisode, il ne reste des places qu'à Toulouse le 10 septembre et à Lille le 24. Pour les malheureux qui n'arriveraient pas à avoir leur place, je propose une alternative, la podcasteuse et comédienne Marine Bausson, qui est actuellement en tournée avec son spectacle interactif Vulgaire. C'est un autre type d'humour, mais elle a une trentaine de dates partout en France et même en Belgique et en Suisse, ainsi que 2 dates à Paris au Café de la Danse début avril 2022. Vous retrouverez les liens des billetteries du Flow-de-Cast et de Vulgaire dans la description de cet épisode. Si tu écoutes le balado Gang Stories, tu connais le refrain. Toute société a les criminels qu'elle mérite. Après 5 saisons et 1 million d'écoutes revendiquées par la plateforme, le podcast Deezer Originals Gang Stories devient un livre. Incarné par Joe Star dans la version audio, ce podcast retrace le parcours de différents gangs ou chefs de gang à travers le monde, des Crips de Los Angeles à la Reine du Pacifique au Mexique. Le livre, édité par Hachette, regroupera, lui, 6 histoires, dont une inédite sur une famille de Yakuza à Tokyo, qui sortira plus tard en podcast. Dans le bouquin également, des photos d'archives ou d'art pour incarner les différents gangs présentés et des flashcodes pour écouter des playlists musicales liées à chaque chapitre, sur Deezer évidemment. L'ouvrage est signé Franck Aderer, réalisateur du podcast, mais Joe Star est tout de même de la partie puisqu'il signe la préface du livre qui est déjà en précommande sur internet au prix de 29,95 €. Patience cependant pour le recevoir, la publication est prévue au 30 mars prochain. Fait avec amour et préparé avec amour. C'est binge audio quoi. On vous en parlait en novembre dernier dans l'épisode 9 de Sans Algo, Binge Audio a ouvert son capital à des investisseurs particuliers. La campagne de financement participatif, qui devait se clôturer fin 2021, a été prolongée de plusieurs semaines. C'est probablement pour atteindre les 500 000 € visés par l'entreprise pour se développer, mais on ne sait rien de l'avancée de la cagnotte, Binge Audio n'ayant communiqué sur aucun montant. Pour rappel, n'importe qui peut investir entre 100 € et 50 000 €. Pour retrouver toutes les informations sur les crowdfunding, c'est sur la plateforme SoWeFund et c'est jusqu'au 15 mars. BBC Sounds. Music, radio, podcasts. Ce n'est pas de l'actu du podcast, mais de l'actu en podcast. Si vous avez du mal à suivre la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine, vous retrouverez sur Slate.fr dès dimanche 6 mars une sélection de podcasts fiables pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit, qu'il soit politique, géopolitique, économique ou humain. Pour suivre le conflit au jour le jour, 2 recommandations. Les antennes de radio d'abord, notamment celle de Radio France, qui a envoyé une quinzaine de journalistes et de techniciens en Ukraine. Une sélection de podcasts assez complète est d'ailleurs disponible sur l'appli Radio France.
Si vous êtes anglophone, ne passez pas à côté du podcast lancé le 24 février par la BBC intitulé Ukrainecast. Chaque jour, 2 journalistes basés à Londres échangent avec des experts, des Ukrainiens et des journalistes locaux pour décrire l'avancée de la situation. C'est très bien fait, je vous le recommande chaudement. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent. Une fois n'est pas coutume, on termine avec un peu de musique. L'émission de France Culture Les Pieds sur Terre a publié une playlist sur Spotify qui regroupe tous les morceaux que l'on entend à la fin des épisodes de 2021 et 2022. Plus de 130 titres à découvrir ou redécouvrir après avoir écouté l'émission évidemment. Pour trouver facilement cette playlist, rendez-vous sur le compte Twitter des Pieds sur Terre ou cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Est-ce que vous savez ce qu'est un marronnier ? Alors oui, c'est un arbre, mais pour nous autres journalistes, c'est surtout un sujet qui revient tous les ans. Un truc cyclique et bien pratique parce qu'on peut le prévoir à l'avance et que ça remplit l'espace quand il n'y a pas d'actu. Ça peut être les fêtes en tout genre comme Noël, Halloween ou la Saint-Valentin, les dates anniversaires, que ce soit de l'armistice ou de la mort de Coluche, et bien évidemment les journées mondiales ou internationales. Et il se trouve que le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler maintenant à cause d'une journée internationale qui me tient à cœur. C'est le 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes, et non pas, messieurs, la journée de la femme où on fait la vaisselle une fois dans l'année. Voyant le 8 mars approcher, je me suis questionnée sur le podcast que j'allais vous recommander. J'aurais pu choisir un truc hyper féministe et militant, il y en a plein qui sont excellents, mais je me suis dit que c'était plus intéressant de choisir un podcast qui n'était pas en apparence féministe, en tout cas pas de façon revendiquée, mais qui l'était quand même un peu, parce qu'il faisait entendre une parole féminine rare. Je me suis donc creusé les méninges et mon choix s'est arrêté sur un podcast de témoignages en cours de diffusion qui permet aussi de célébrer la fête des grands-mères le dimanche 6 mars. Allez hop, une pierre, 2 coups. Il s'appelle Mamie Francine, Mamie M-A-M-Y, et c'est un podcast Lacmé Productions diffusé par Ouest France. Dans ce documentaire, le journaliste Pierre Démé interroge sa propre grand-mère sur sa vie et ses souvenirs, et elle en a des choses à dire puisque Francine a 93 ans. Pour elle, tout commence à Le Saint, petit village du Morbihan, en 1929. Elle grandit dans une maison typiquement bretonne, dont elle garde d'ailleurs un souvenir très clair. Les sols de la maison directement, c'était en terre battue. Tous les 3-4 ans, on refaisait les sols, on appelait ça faire l'osinéo. Les hommes apportaient de la terre qu'on mouillait. Ça faisait une espèce de bouillie, mais une bouillie épaisse, très épaisse quand même. Et on pataugeait, on dansait. On invitait les jeunes du quartier, même les plus âgés aussi. Et on malaxait ça avec les pieds. Et lorsque tout était bien malaxé, quelqu'un lissait bien le sol et il fallait laisser ça sécher et ça faisait un sol en terre battue. Le témoignage de Francine est précis et très imagé. Il est aussi appuyé par un habillage sonore discret mais immersif, comme les bruits de pas dans la boue que vous venez d'entendre. Je trouve que ça aide vraiment à se plonger dans son récit et à imaginer ce qu'elle décrit en fait. Dans la première moitié de la série, celle qui a déjà été diffusée, Francine raconte son enfance et nous donne à entendre un monde disparu, la Bretagne d'avant-guerre. Elle est aidée par la voix de Pierre Démé, qui apparaît parfois pour contextualiser son récit et nous apporter à nous, auditeurs, quelques éléments supplémentaires. La plupart du temps, le journaliste s'adresse directement à sa grand-mère et on devine en l'écoutant le lien très fort qui les unit. Les épisodes sont thématiques et abordent les souvenirs de Francine. Elle parle de l'école, de la religion ou de son village quand elle était enfant. Il y a un épisode que j'ai trouvé particulièrement touchant, c'est celui sur sa grand-mère, grand-mère Rousseau, caractérisée dans son souvenir par sa coiffe bretonne en dentelle, toujours impeccable.
Et c'est Pierre Démé qui livre une anecdote très poétique sur cette coiffe. C'est un petit bonnet en coton blanc qui recouvre ses cheveux ramassés en chignon serré et au sommet duquel sont épinglées 2 ailettes brodées, généreusement amidonnées et traversées d'un fil de fer invisible à l'œil nu pour leur donner la forme de 2 anses. À une époque, en Bretagne, il existait plus de 1000 modèles de coiffes différents, qui variaient selon le terroir, le statut social et les occasions. L'une des plus connues est peut-être celle du pays bigoudin, que tu as portée un jour, en guise de déguisement. Ta mère a définitivement cessé de porter la sienne lorsqu'elle s'est installée à Nantes. Après sa mort, tu as enveloppé sa coiffe dans du papier de soie et tu l'as déposée dans une boîte en carton que tu as rangée en haut d'un placard. Un demi-siècle plus tard, je t'ai demandé de me la montrer, et quand nous avons soulevé le couvercle, il ne restait plus à l'intérieur qu'une fine poussière et 2 fils de fer, rouillés et tordus, prêts à se briser. Ce qu'essaye de faire Pierre Démé dans ce podcast, c'est d'éviter que les souvenirs de sa grand-mère ne finissent eux aussi en poussière au fond d'une boîte. Et quand je dis les souvenirs de sa grand-mère, je veux bien évidemment parler de ceux de Francine, mais plus largement de toute cette génération de femmes nées avant-guerre qui a appris à être discrète, docile et au service de sa famille. Se marier, faire des enfants, peut-être travailler, tenir sa maison et respecter la religion sans jamais se plaindre, tout ça, elles sont des millions à avoir dû le faire, parfois sans se poser de questions. Et c'est bien naturel quand on a grandi dans un monde où la seule destinée des femmes était de devenir une mère ou une putain. Grâce aux souvenirs de Francine, c'est aussi l'évolution de la condition féminine au XXe siècle que l'on entend. D'ailleurs, la série débute avec un épisode qui aborde plutôt frontalement la façon dont les pires aspects du patriarcat ont imprégné la vie de Francine et l'environnement dans lequel elle a grandi. Je pense qu'à l'époque, il y avait une sorte de droit de cuissage. Dans une des campagnes près de chez nous, ça devait se passer dans les années 30. Une domestique avait été engrossée par le maître de maison. On l'a enfermée dans une mezzanine au-dessus de la grange, en fait. Enfin, ils avaient enlevé l'échelle, donc elle ne pouvait pas descendre. Et elle a accouché dans cette grange. Elle est morte et le bébé aussi. Bon, il n'y a pas eu de sage-femme. Elle s'est débrouillée toute seule. Il y a tellement de femmes qui se sont fait tuer, même à l'époque. Dans le village de Nicole, sa voisine a été tuée à coups de barre de fer par son mari. Ouais. Et Nicole a vu ça. Je vous rassure, tout ce que raconte Francine n'est pas aussi cru. En même temps, dans les 8 épisodes déjà diffusés à l'heure où j'enregistre ce podcast, Francine n'a pas encore évoqué la guerre survenue l'année de ses 10 ans. On attend donc la suite pour découvrir sa vie de jeune femme, puis d'épouse et de mère. J'avoue que je trouve ça un peu dommage, pour être honnête, de passer autant de temps sur l'enfance, surtout que la série est censée faire 15 épisodes sans saison 2 de prévue. Malgré tout, ce que raconte Francine est très important. C'est le témoignage d'une femme du XXe siècle qui n'a pas eu voix au chapitre, malgré un caractère que l'on devine bien trempé. Dans ce podcast, Francine se fait la voix d'une génération silencieuse et effacée. Je sais pas vous, mais moi, mes grands-mères et arrière-grand-mères ne m'ont jamais raconté toute leur vie, et avec Mamie Francine, on a une petite idée de ce que c'était d'être une femme entre 1945 et aujourd'hui. Ce podcast m'a donné envie d'interroger les femmes de ma famille et je suppose que je ne serai pas la seule dans ce cas-là. J'ai voulu savoir ce qui avait motivé Pierre Démé, qui est rédacteur en chef de l'émission Boomerang sur France Inter, à réaliser ce podcast sur sa grand-mère. Je l'ai donc invité en studio. Bonjour Pierre Démé. Bonjour Mathilde. Comment avez-vous su que l'histoire de Mamie Francine valait le coup d'être racontée ? C'est une bonne question, je crois que je l'ai senti, ça fait quand même tellement longtemps que je lui parle, tellement longtemps que j'ai le désir de raconter cette histoire. Et là, la raconter avec elle, c'était encore mieux,
puisque ça me permettait de rester au plus près de ce qu'elle avait à dire sans jamais la trahir. Vous dites dans l'épisode 2 que vous êtes très proche de votre grand-mère, mais que pendant longtemps, l'idée de l'enregistrer vous a posé problème, vous a bloqué, parce que l'enregistrer, c'était accepter le fait qu'un jour, elle pouvait vous quitter. Qu'est-ce qui vous a décidé à passer le pas et à finalement poser un micro devant elle ? J'ai eu peur, en fait, qu'elle parte. Il suffit d'une chute, il suffit d'un accident vasculaire pour que soudain, l'usage même de la parole, en fait, soit attaqué. Et je ne voulais pas prendre ce risque. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je crois que c'était au mois d'octobre, au mois de novembre, je l'ai appelée, je lui ai dit « Écoute, mamie, j'aimerais enregistrer ça avec toi. » Elle m'a dit oui, et j'ai profité de son oui pour y aller parce que je savais très bien que lorsqu'on vous dit oui, à un moment, à un instant T, c'est pas pour ça que le oui va durer. Donc j'en ai profité, 2 jours plus tard, j'étais chez elle et on a enregistré pendant 4 jours. Tout seuls, tous les deux. Vous lui dites « Le silence fait partie de toi », comme trop de femmes de ta génération qui, elles aussi, ont appris à se taire. Est-ce que c'est pour briser le silence de votre grand-mère et des femmes de sa génération que vous avez eu envie de faire ce podcast ? Très certainement, parce que c'est, moi, quelque chose qui me fascine à titre personnel, que cette idée d'une parole tue et d'une mémoire qui ne se transmet pas, puisqu'elle n'est jamais verbalisée, c'est quelque chose qui m'obsède parce que par tous ces silences, ce sont aussi tous ces silences qui nous construisent. C'est quelque chose qui me passionne. Et précisément, le silence de ces femmes qui sont en fait celles qui ont élevé vos parents, que ce soit vos pères, vos mères, et qui ont d'une certaine façon aussi contribué à la puissance économique de la France en faisant des enfants, les élevant, etc. etc. Ces femmes, finalement, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. Ils sont des héroïnes, pas nécessairement parce qu'elles font quelque chose d'extraordinaire, mais par leur abnégation. Elle le dit un petit peu dans le premier épisode, elle dit voilà, la femme c'était l'esclave, elle mettait les enfants au monde, elle les torchait, elle s'en occupait, et puis l'homme était à l'extérieur. Ce qu'elle décrit là, c'est exactement la vie qu'elle va vivre, elle. Et à l'écouter, au ton qui est le sien dans ce premier épisode, on se rend compte que c'est pas forcément la panacée. Pourtant, c'est quelque chose qu'elle a cru vouloir à un moment de sa vie. Dès le prologue, votre grand-mère parle du manque d'éducation sexuelle des femmes de sa génération, de nombreux viols et féminicides qui ont eu lieu dans sa Bretagne natale. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir là-dessus ? Ça a été très très difficile de savoir par quoi on commençait. Est-ce qu'on commençait par moi et elle ? Est-ce qu'on commençait par ce témoignage assez fort quand même sur un certain état de la condition féminine à l'époque ? Disons que moi j'ai fini par opter quand même par ce témoignage qui était extrêmement fort pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça permettait d'angler en fait notre propos sur la condition féminine, ça me semblait quand même assez important. Et puis pour la force aussi de son témoignage. Ce qui me frappe quand je l'entends parler, c'est qu'il y a ce qu'elle dit et il y a ce qu'elle voit. Et moi, je n'ai pas accès à ce qu'elle voit. Mais j'ai le pressentiment que ce qu'elle voit est bien pire que ce qu'elle dit. Mamie Francine a eu une éducation, et d'ailleurs, la fin de l'épisode se termine comme ça, Mamie Francine a une éducation où elle n'a pas le droit à la parole. Où la contestation et où la manifestation de soi ou d'un mécontentement ou d'une protestation n'a absolument pas lieu d'être. Ce qui rend cette parole d'autant moins évidente et d'autant plus précieuse. Est-ce qu'il y a des sujets que vous étiez réticent à évoquer avec votre grand-mère ou qu'elle était réticente à évoquer avec vous ? Je pense notamment à des sujets difficiles comme la guerre ou à des sujets très intimes comme la sexualité. La guerre n'était pas un sujet difficile à évoquer pour elle, ça a été une parenthèse en fait. C'est un moment où le temps s'est un peu arrêté, ça s'est un peu suspendu, et puis très rapidement ils ont été rattrapés par la nécessité en fait de survivre, c'est-à-dire que pendant 4-5 ans, ses frères et sœurs ils ont grandi, donc il faut nourrir les gens, il faut se débrouiller quoi. Donc, et c'est d'ailleurs assez intéressant puisque ce que Mamie Francine retient, en tout cas ce qu'elle restitue, c'est pas du tout cette angoisse. Donc pour la guerre non, en revanche pour la sexualité, c'était surprenant. Par moments, il y avait une liberté complète à en parler qui moi-même m'a surpris. Et ça, je pense que dans les épisodes qui vont venir, c'est quelque chose qui risque de la heurter un petit peu, même si on n'est jamais dans quelque chose de trop chaud. Vous avez fait le choix d'épisodes thématiques et un peu chronologiques à la fois, mais surtout thématiques. Comment vous avez imaginé le découpage de cette histoire ? Alors, ce que je voulais, c'était quand même planter le décor, hein, d'une certaine façon. Ça me semblait très important puisque
Je crois qu'on est aussi construit par les paysages qui nous entourent. Et j'avais envie de faire exister justement ce paysage, ces traditions, ce village, cette maison. J'avais envie qu'on puisse se l'imaginer. Mais le défi, c'était que dans cet aspect thématique, il y ait aussi une chronologie qui se dessine. Et la chronologie va se poursuivre jusque dans les années 60. Pourquoi ne pas être allé jusqu'à aujourd'hui ? Parce que ce que je voulais raconter, c'était les années où se fond son destin. C'est-à-dire que dans ces années assez resserrées, qui sont en fait, globalement, je pense, entre ses 16 et 26 ans, il y a quand même quelque chose qui se scelle dans son destin. Le mariage, des enfants mariés à 23 ans, à 30, elle a déjà 4 enfants. Il y a quelque chose qui se noue. Et il y a quelque chose qui, d'une certaine façon aussi, s'arrête. Mais moi, ce qui me questionne, c'est comment, lorsque un individu, mettons, fait le choix, un choix de vie, comment est-ce qu'il s'y arrête et comment est-ce qu'il s'y tient ? Et Mamie, comme tout un tas de femmes de cette génération, elle s'est tenue à sa place. Et d'ailleurs, c'était le contrat avec mon grand-père. Avant de se marier, il lui a dit, voilà, moi je travaillerai, toi tu resteras à la maison pour t'occuper, pour élever les enfants. Et elle a dit oui. La question de savoir est-ce qu'elle aurait voulu avoir une vie différente, je pense même pas qu'elle se la soit posée, mais moi je me la pose. Le témoignage de votre grand-mère n'est pas à voix nue puisque vous avez inséré votre voix, souvent en fin d'épisode, pour poser des questions, commenter ce qu'elle vient de dire et la plupart du temps vous vous adressez directement à elle comme une sorte de lettre sonore. Comment vous avez décidé de ce procédé narratif ? L'idée, en fait, ce que je voulais au départ, c'était que l'auditeur puisse se dire « cette femme, c'est ma grand-mère ». Mais en parlant d'elle à la troisième personne, je la désincarnais. Et du coup, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup, beaucoup moins vivante. Et puis surtout, ça me mettait un peu plus en avant. Chose que je voulais pas forcément au départ. Mais finalement, il s'est avéré qu'en la tutoyant et donc en assumant en fait aussi la position qui était la mienne, celle de petit-fils, j'avais l'impression quand même qu'elle prenait beaucoup, beaucoup plus de corps. Et qu'elle était beaucoup, beaucoup plus concrète d'une certaine façon. Donc le tutoiement et l'adresse s'est imposé comme ça. Il s'est aussi imposé parce que je n'avais pas envie d'une parole trop surplombante. La parole de Mamie Francine, c'est pas une parole d'intellectuel, dans le sens où ce n'est pas la parole de quelqu'un qui relie son expérience intime à une expérience collective ou à une expérience universelle générale. Ça, c'est plutôt, disons, moi qui, avec mon recul, peut me permettre de le faire. Mais je ne voulais pas non plus que mes commentaires soient des commentaires didactiques, c'est-à-dire d'être celui qui vient apprendre des choses un peu universitaires sur la condition féminine. Ce que je voulais, c'était quand même de l'émotion. Et c'était aussi apporter par mes commentaires des informations qu'elle-même ne donne pas. Et puis aussi la rendre un peu plus visible pour incarner ce propos, pour qu'il soit toujours incarné. Vous avez produit ce podcast pour l'Acme Productions et Ouest France, il me semble. Ouais. Est-ce que c'est parce que vous connaissez l'Acme Productions et que Ouest France est un journal notamment breton que vous avez choisi de produire avec eux ? Alors, je connaissais les membres de l'Acme et très rapidement, en fait, je leur ai fait écouter. Ils ont tout de suite, en fait, senti qu'il y avait un potentiel. En tout cas, ça leur a tout de suite plu. Évidemment, à partir du moment où vous produisez quand même avec une boîte de production qui n'a pas les moyens, ses propres moyens de diffusion, comme le service public par exemple, eh bien, il faut trouver un diffuseur. Et ce diffuseur, donc nous avons réfléchi à un diffuseur et Ouest France s'est imposé assez rapidement. Ça semblait pertinent de par justement cet ancrage géographique. Et Ouest France, c'est évidemment, c'est le seul journal qu'il y avait chez mes grands-parents. C'était vraiment la référence. Et puis, en fait, ils sont extrêmement présents justement sur le territoire. Et l'idée, c'est évidemment, à partir de ça, d'inviter des gens justement de ce territoire, d'aller justement interroger leurs grands-parents qui viennent de cette portion quand même assez... qui a quand même une histoire très très forte, hein, qui est quand même la Bretagne, et d'essayer de faire vivre tant qu'il est encore possible, puisque Mamie Francine a maintenant 93 ans, c'est maintenant ou jamais. Je veux dire, si vous voulez poser à vos grands-parents des questions que vous ne leur avez jamais posées, il faut le faire tout de suite. Voilà. Donc Ouest France, de par son rayonnement régional, nous semblait en tout cas un bon moyen de réveiller cet appétit pour les histoires familiales, les histoires de ces Bretonnes qui ont traversé le siècle. Merci Pierre Démon. Merci Mathilde. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Mamie Francine, Mamie M-A-M-Y, et c'est un podcast l'Acme Productions diffusé par Ouest France. Il arrivera aussi très bientôt sur Slate Audio.
Merci d'avoir écouté Sans Algo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous vos commentaires et vos questions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son et montage, Guillaume Assal. Montage interview, Mona Delahaye.